Un mardi après-midi ordinaire, sans manifestation ni sirène. Une institution centrale disparaît au Burkina Faso par un simple vote silencieux. Ce qui semble n'être qu'une réorganisation technique efface en réalité l'organe qui, depuis plus de 20 ans, transformait des procédures électorales en légitimité politique reconnue. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, que change pour vous l'instant où Ibrahim Traoré accepte de toucher à ce mécanisme invisible? Là où tous ses prédécesseurs avaient choisi de composer avec lui sans jamais le remettre en cause, car ce geste, présenté comme administratif, ouvre une rupture dont les effets réels dépassent largement le cadre d'un seul État. Vous êtes sur le point d'entendre une lecture qui ne se contente pas de répéter les commentaires habituels ni les réactions immédiates autour de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous allez comprendre ce que cette décision révèle réellement sur le pouvoir, la légitimité et la manière dont certains systèmes politiques fonctionnent en profondeur. Et ce contenu n'est pas destiné à être écouté distraitement. Si vous passez à côté de cette analyse, vous risquez de réduire l'événement à un simple débat juridique ou à une querelle institutionnelle de plus, sans voir ce qu'il modifie concrètement dans l'équilibre réel du pouvoir. Vous pourriez aussi accepter des lectures toutes faites, souvent importées, qui expliquent les faits sans jamais interroger les mécanismes qu'elles protègent implicitement. Enfin, vous manqueriez l'occasion de comprendre pourquoi cette séquence dépasse largement un cas national et résonne avec des expériences vécues dans de nombreux pays africains. Ce qui suit n'a pas pour objectif de convaincre, mais de donner des clés pour lire autrement une décision présentée comme technique, alors qu'elle engage des choix politiques durables. Ce qui s'est produit n'est pas une simple réforme institutionnelle, mais un déplacement précis du centre de gravité politique, opéré sans bruit et sans confrontation visible. En un seul vote, une structure qui façonnait la réalité politique depuis plus de 20 ans a cessé d'exister, modifiant immédiatement la manière dont le pouvoir est reconnu et validé dans le pays. Pendant plus de 2 décennies, cette commission a été le passage obligé de toute ambition politique au Burkina Faso. Sans son aval, aucun candidat n'existait légalement. Aucune victoire n'était reconnue. Aucune autorité ne pouvait se revendiquer légitime. Ce mécanisme fonctionnait depuis environ 20 ans, traversant alternance, crise et changement de régime sans jamais être remis en cause frontalement. L'origine du problème ne se situe pas dans l'acte de dissolution lui-même, mais dans la fonction réelle qu'occupait cette institution dans l'architecture du pouvoir. Officiellement neutre, elle contrôlait pourtant des éléments décisifs, l'inscription des électeurs, le découpage territorial, la validation des candidatures et la certification finale des résultats. Ces leviers, pris ensemble, ne se contentaient pas d'organiser des élections. Ils produisaient une version officielle de la réalité politique. Avec le temps, un décalage s'est creusé entre cette réalité certifiée et l'expérience vécue par une partie croissante de la population. Les élections se succédaient, les dirigeants changeaient, mais l'insécurité persistait. L'économie stagnait et les structures de dépendance demeuraient visibles. Les premiers à ressentir cette fracture ont été les jeunes générations, pour qui la procédure électorale apparaissait de plus en plus comme un rituel sans impact concret sur la vie quotidienne. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré intervient, non pas en contestant publiquement le principe électoral, mais en posant une question plus dérangeante. Que vaut un mécanisme de légitimation lorsqu'il ne produit plus de résultats perceptibles pour ceux qu'il est censé représenter? À partir de ce moment, la dissolution cesse d'être un geste administratif et devient un signal, indiquant que la source de légitimité est en train de se déplacer. À ce stade, un repère devient indispensable pour comprendre ce qui se joue réellement. Non pas un slogan ou une posture, mais une lecture capable de relier les faits entre eux. Ce repère prend la forme d'un dirigeant qui n'intervient pas comme un commentateur extérieur, mais comme un acteur directement immergé dans un système qu'il connaît de l'intérieur. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure idéologique que comme un point de convergence, celui à partir duquel les décisions cessent d'être abstraites pour produire des effets mesurables. Très tôt, les premiers signes de rupture sont perceptibles. L'appareil d'État, longtemps contraint de composer avec des mécanismes extérieurs de validation, commence à se recentrer sur ses propres chaînes de commandement.
Les priorités se déplacent, non vers l'urgence médiatique ou la reconnaissance internationale immédiate, mais vers la consolidation du contrôle territorial et administratif. Un second signal confirme que cette dynamique n'est pas isolée. Dans plusieurs cercles institutionnels, la décision est interprétée non comme une anomalie passagère, mais comme l'ouverture d'une séquence plus large où la légitimité ne découle plus uniquement de procédures, mais de la capacité à produire de l'ordre et de la cohérence. Ce changement de lecture se diffuse progressivement, touchant aussi bien les administrations que les acteurs économiques et sécuritaires. Ce qui frappe, ce n'est pas la vitesse du processus, mais son absence de résistance visible, aucune mobilisation massive, aucune crise immédiate, aucun blocage institutionnel majeur ne vient contester frontalement la décision. Ce silence agit comme un révélateur. Le système avait déjà perdu une partie de sa force symbolique avant même d'être formellement démantelé. À partir de là, le cadre d'analyse change. La question n'est plus de savoir si une règle a été modifiée, mais de comprendre pourquoi elle n'était plus défendue avec conviction. Tout commence par un geste bref, presque invisible. Un texte est lu. Des mains se lèvent, le vote passe. À cet instant précis, rien ne semble basculer. Pas de foule dans les rues, pas de discours enflammés, pas de rupture apparente. Et pourtant, le mécanisme est enclenché. La disparition de la commission électorale agit comme un déclencheur silencieux. Dans les heures qui suivent, les chaînes administratives s'ajustent. Les compétences sont redirigées. Les responsabilités sont redistribuées. Ce qui était auparavant externalisé commence à être réabsorbé par le cœur de l'État. Puis la séquence s'accélère. Les observateurs internationaux réagissent avec prudence. Les partenaires diplomatiques demandent des clarifications. Les analyses se multiplient, souvent hésitantes, parfois contradictoires. Mais sur le terrain institutionnel, le mouvement ne s'arrête pas. Les bases de données électorales changent de tutelle. Les découpages territoriaux sont désormais rattachés à une administration déjà présente dans chaque province. Les procédures de validation passent d'un organe séparé à une structure intégrée. Chaque étape, prise isolément, semble technique, enchaînée. Elle redessine l'architecture du pouvoir. C'est là que la dynamique devient visible. Ce qui était auparavant négocié devient exécuté. Ce qui nécessitait une validation externe est désormais traité en interne. La temporalité change, les délais se raccourcissent, les circuits de décision se simplifient. Dans cette phase de montée en tension, Ibrahim Traoré ne multiplie pas les prises de parole. Il laisse les faits produire leur propre narration. Le message n'est pas porté par un discours, mais par l'absence de recul. Aucune annonce de retour en arrière. Aucune ouverture immédiate vers une alternative institutionnelle équivalente. Les réactions s'intensifient alors à l'extérieur. Certains parlent de centralisation excessive, d'autres évoquent un précédent dangereux. Les qualificatifs s'accumulent, mais ils arrivent après coup. La décision, elle, est déjà absorbée par le système. Vient ensuite la phase de résonance. Les administrations locales s'alignent, les acteurs politiques recalibrent leur stratégie. Les groupes qui dépendaient de l'ancien mécanisme comprennent que les règles ont changé. Il n'y a pas de chaos, mais une recomposition. Les effets les plus profonds apparaissent dans ce qui ne se produit pas. Pas de paralysie institutionnelle, pas de vide juridique prolongé, pas de contestation structurée capable d'inverser le processus. Ce calme relatif agit comme un aftershock, révélant que la légitimité de l'ancien système était déjà fragilisée. À ce stade, la séquence est close sur le plan procédural, mais ouverte sur le plan politique. Le geste initial a cessé d'être un événement. Il devient un point de non-retour. La question n'est plus ce qui a été supprimé, mais ce qui est désormais attendu en échange de cette concentration du pouvoir. Avant d'entrer dans les chiffres, il faut marquer une pause, non pour dramatiser, mais pour comprendre que ce qui se joue ici dépasse une controverse institutionnelle classique. Les données disponibles ne servent pas à convaincre par l'émotion, mais à mesurer l'ampleur réelle du déplacement en cours. Premier indicateur, la durée.
Pendant plus de 20 ans, la Commission électorale a structuré l'accès au pouvoir politique au Burkina Faso sans interruption. Ce chiffre signifie qu'une génération entière de responsables politiques n'a connu qu'un seul mode de validation de la légitimité, devenu progressivement invisible parce que routinier. Deuxième indicateur, la concentration fonctionnelle. Avant la dissolution, les responsabilités électorales étaient réparties entre plusieurs entités distinctes. Désormais, ces fonctions sont regroupées au sein d'un ministère déjà présent dans 100% des provinces et des communes du pays. Cela traduit un changement d'échelle. La légitimité n'est plus produite par un organe spécialisé, mais intégrée à une administration couvrant l'ensemble du territoire. Troisième indicateur, l'impact humain indirect. Au cours des dernières années, plusieurs scrutins officiellement validés ont coexisté avec une dégradation continue des conditions de vie dans des zones entières du pays. Sans entrer dans des chiffres contestés, un fait demeure. Pour une large partie de la population, les cycles électoraux successifs n'ont pas modifié la réalité quotidienne liée à l'insécurité, à la mobilité ou à l'accès aux services essentiels. Ces trois éléments, pris ensemble, permettent de lire autrement la décision. La longévité de l'ancien système montre sa stabilité formelle, mais aussi sa capacité à se détacher progressivement des attentes sociales. La nouvelle configuration administrative indique une accélération des chaînes de décision et une réduction des espaces intermédiaires de validation. L'expérience vécue par les citoyens explique pourquoi cette transformation n'a pas provoqué de rejet massif immédiat. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne s'appuie pas sur une rupture chiffrée spectaculaire, mais sur une logique de contraste. Avant, la légitimité reposait sur une reconnaissance procédurale externe. Après, elle dépend de la capacité de l'État à agir directement, visiblement, et sur l'ensemble du territoire. Les chiffres ne disent pas que cette orientation réussira. Ils indiquent simplement que le système précédent avait atteint un point de saturation perceptible. La donnée la plus lourde n'est pas un pourcentage, mais une constante. Lorsque des mécanismes restent en place plus de 2 décennies sans produire d'amélioration tangible, leur autorité symbolique s'érode. C'est cette érosion silencieuse que la décision révèle, bien plus qu'elle ne la crée. Il existe pourtant une lecture opposée qu'il serait trop simple d'ignorer ou de caricaturer. Selon cette approche, toute concentration des fonctions électorales au sein de l'appareil d'État constitue un risque majeur pour l'équilibre politique et la crédibilité des processus futurs. Ce point de vue mérite d'être entendu, car il s'appuie sur une crainte réelle et historiquement fondée. Le premier argument avancé est celui de la neutralité. Une commission indépendante, même imparfaite, est censée jouer le rôle d'arbitre séparé, capable de limiter les abus du pouvoir exécutif. Supprimer cette distance institutionnelle, selon ses défenseurs, revient à confondre le joueur et le juge, ouvrant la voie à des dérives difficiles à corriger une fois installées. Cette inquiétude est cohérente, surtout dans des contextes où les contre-pouvoirs sont fragiles. Un second argument insiste sur la perception internationale. Les élections ne servent pas uniquement à organiser une compétition interne. Elles constituent aussi un langage commun avec l'extérieur. En modifiant unilatéralement les règles, un État s'expose à une perte de confiance, à des sanctions ou à un isolement qui peuvent peser lourdement sur une économie déjà vulnérable. Ici encore, la prudence exprimée n'est pas dénuée de fondement. Mais ces deux arguments reposent sur une hypothèse centrale, que le système précédent remplissait effectivement la fonction qu'on lui attribuait. Or, les faits décrits plus tôt montrent un décalage persistant entre la validation formelle des élections et l'absence de résultats tangibles pour une partie importante de la population. La neutralité institutionnelle proclamée n'a pas empêché la persistance de l'insécurité, ni la reproduction de rapports de dépendance bien connus. De la même manière, la reconnaissance internationale n'a pas garanti une amélioration durable des conditions de vie ou une stabilisation politique. Elle a souvent validé des procédures sans interroger leurs effets concrets. En confrontant ces deux lectures, le débat se déplace. Il ne s'agit plus de choisir entre indépendance institutionnelle et concentration du pouvoir, mais de comprendre pourquoi un modèle perçu comme protecteur a cessé de produire de la légitimité sociale.
C'est dans cet écart, plus que dans l'opposition idéologique, que se situe le cœur du problème. À ce moment précis, tout bascule silencieusement. Ce qui change n'est pas un détail de procédure, mais la nature même du centre de gravité politique. La disparition de la commission ne laisse pas un vide, elle révèle un transfert. Les fonctions clés sont absorbées tôt par une administration qui contrôlait déjà l'identité, le territoire et la présence de l'État jusque dans les villages. Dès lors, la légitimité n'est plus négociée avec un arbitre séparé. Elle est produite à l'intérieur du même circuit qui gère la réalité administrative quotidienne. Cette bascule redéfinit la lecture des événements précédents. Les débats juridiques, longtemps centraux, perdent de leur capacité explicative. Les réactions internationales, prudentes ou critiques, arrivent après que l'architecture a déjà changé. La question cesse d'être « qui valide » pour devenir « qui délivre des résultats ». C'est ici que le geste d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Il ne s'agit plus de savoir s'il affaiblit une institution, mais s'il parie sur un autre fondement de l'autorité. Dans ce nouveau cadre, la légitimité ne repose plus principalement sur la conformité à des standards observés de l'extérieur, mais sur la capacité de l'État à agir de manière visible et continue. À partir de ce point, les éléments accumulés jusque-là ne sont plus des indices isolés. Ils deviennent les pièces d'un système réorganisé, dont les conséquences ne font que commencer à apparaître. À partir de cette bascule, les effets cessent d'être abstraits et commencent à se manifester dans des sphères très concrètes. La décision ne reste pas cantonnée au texte ou au débat d'experts. Elle produit des conséquences visibles, différenciées, parfois contradictoires selon les acteurs concernés. Du côté de l'État, la première conséquence est une pression accrue sur l'exécutif, en concentrant la production de légitimité à l'intérieur de l'appareil administratif. Les marges d'excuses se réduisent. Les échecs ne peuvent pas d'ores plus être imputés à une institution indépendante ou à des arbitrages extérieurs. Chaque dysfonctionnement, chaque retard, chaque incohérence revient désormais directement au centre du pouvoir, exposant la gouvernance à une évaluation plus frontale et plus immédiate. Pour les acteurs économiques, la recomposition est plus ambivalente. D'un côté, la clarification des chaînes de décision réduit l'incertitude procédurale et simplifie certains interlocuteurs. De l'autre, l'absence d'un arbitre séparé renforce la perception de risques politiques, notamment pour les investisseurs habitués à des cadres normatifs stabilisés par des standards internationaux. Cette tension se traduit par une phase d'attentisme, où les décisions sont différées dans l'attente de signaux plus clairs sur la direction durable du système. La population, elle, ressent les effets de manière plus diffuse mais plus intime. Pour une partie des citoyens, la disparition d'un mécanisme jugé symbolique alimente l'espoir d'un pouvoir enfin responsable de ses actes. Pour d'autres, elle suscite une inquiétude silencieuse face à la concentration des leviers politiques. Ce qui domine, cependant, ce n'est ni l'enthousiasme massif ni la peur généralisée, mais une attente pragmatique. Voir si cette nouvelle configuration produira des résultats perceptibles dans la sécurité, les services publics et la vie quotidienne. À l'échelle régionale et internationale, la décision agit comme un signal. Elle interpelle des partenaires habitués à lire la stabilité à travers des procédures codifiées. Elle oblige aussi d'autres États à observer attentivement une expérience qui rompt avec des schémas largement reproduits depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas un modèle exporté, mais un précédent observé avec attention, parfois avec inquiétude. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient le point de cristallisation de ces attentes divergentes. Son action n'est plus jugée uniquement sur sa conformité institutionnelle, mais sur sa capacité à transformer une concentration du pouvoir en gains concrets et mesurables. La décision initiale a déplacé le débat, elle a surtout déplacé la responsabilité. À ce stade, une chose est claire, les conséquences se sont diffusées dans toutes les strates, et aucun acteur ne peut désormais se considérer comme extérieur à cette recomposition en cours. Dans le scénario le plus probable, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture brutale. L'État consolide progressivement ses nouvelles chaînes de décision. Gagne en lisibilité interne,
mais avance à un rythme contraint par des capacités administratives limitées et un environnement sécuritaire encore instable. La gouvernance devient plus verticale, les arbitrages plus rapides, tandis que la reconnaissance extérieure reste prudente, conditionnée à des signaux de stabilité mesurables. Ce chemin n'apporte ni transformation spectaculaire, ni effondrement, mais une normalisation sous tension, où les résultats arrivent lentement et où chaque progrès est scruté de près. Dans une trajectoire plus optimiste, la concentration des leviers s'accompagne d'une amélioration tangible des fonctions régaliennes. La sécurité progresse dans certaines zones clés. L'administration territoriale gagne en efficacité et la population perçoit des changements concrets, même limités. Ces signaux réduisent les résistances internes, rassurent progressivement des partenaires extérieurs et ouvrent un espace pour des mécanismes politiques réadaptés au contexte national. La légitimité ne repose plus sur une conformité formelle immédiate, mais sur une accumulation de résultats visibles, suffisamment cohérents pour stabiliser le système. Le scénario le plus défavorable apparaît si cette centralisation ne produit pas les effets attendus, sans amélioration perceptible de la sécurité. Des services ou des conditions de vie, la responsabilité concentrée se retourne rapidement contre le pouvoir. L'absence d'intermédiaires institutionnels amplifie alors les critiques, accélère la perte de confiance et fragilise l'ensemble de l'architecture. Dans ce cas, la concentration, pensée comme un outil d'efficacité, devient un point de vulnérabilité, exposant le système à une remise en cause rapide et difficile à contenir. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. L'enjeu n'est pas de deviner laquelle s'imposera, mais de comprendre que la marge d'erreur s'est réduite. Plus le pouvoir se recentre, plus la performance devient déterminante, et plus chaque décision pèse lourdement sur l'équilibre futur. Après avoir suivi cette séquence, une question s'impose naturellement. Au-delà des institutions et des débats de pouvoir, qu'est-ce que cela change pour vous, ici et maintenant, en tant qu'observateur attentif de ce qui se joue? Car comprendre cette transformation ne relève pas seulement de l'analyse politique, mais aussi de la manière dont chacun se situe face à l'incertitude. Pour celles et ceux qui suivent de près l'actualité africaine et les dynamiques de souveraineté, cette période offre un avantage clair. Mieux lire les signaux permet d'éviter les interprétations simplistes et de prendre du recul face aux récits dominants. Mais cette lucidité exige aussi une vigilance constante, car les évolutions sont rapides et les repères habituels se déplacent. Pour un second groupe, plus indirectement concerné, l'impact est moins visible mais bien réel. Les changements institutionnels influencent les économies, les flux d'investissement, les relations régionales et, à terme, les opportunités professionnelles et sociales, même sans être au cœur de la décision. Ignorer ces mutations revient souvent à les subir sans préparation. Enfin, pour ceux qui pensent que cette histoire ne les concerne pas, le risque est ailleurs. Les transformations politiques profondes produisent rarement des effets immédiats et spectaculaires. Elles agissent par glissement, jusqu'au moment où leurs conséquences deviennent impossibles à éviter. Ne pas chercher à comprendre aujourd'hui. C'est souvent perdre la capacité d'anticiper demain. Quelle que soit votre position, une chose demeure, saisir les logiques à l'œuvre permet de rester acteur de sa compréhension, plutôt que simple récepteur de décisions déjà prises. Dans un contexte mouvant, cette lucidité est déjà une forme de maîtrise. À ce stade, parler de solutions ne peut pas se limiter à des déclarations générales ou à des principes abstraits. La transformation engagée impose une logique de mise en œuvre, avec des responsabilités identifiables et des résultats observables. La question n'est donc plus de savoir si un changement est souhaitable, mais comment il peut être rendu fonctionnel. Au niveau central, la première exigence concerne la capacité de l'État à produire des effets visibles. Pour Ibrahim Traoré et l'exécutif, cela implique de traduire la concentration des leviers en gains concrets, mesurables dans la sécurité territoriale, la continuité administrative et la cohérence des décisions. Le critère de réussite n'est pas discursif, mais opérationnel, une amélioration perceptible dans des délais raisonnables. Le second niveau concerne les institutions et les acteurs économiques.
Les administrations intermédiaires doivent stabiliser leurs procédures, réduire l'arbitraire et rendre les circuits de décision prévisibles. Pour les entreprises et les organisations, l'enjeu est d'adapter leur stratégie à un environnement où la clarté institutionnelle remplace la multiplication des arbitres. La réussite se mesure ici par la capacité à maintenir l'activité, limiter l'attentisme et recréer un minimum de confiance fonctionnelle. Enfin, le troisième niveau touche les citoyens. L'attente principale n'est pas idéologique, mais pragmatique. Sécurité, accès aux services. Visibilité des règles et possibilité de se projeter dans le temps constituent les repères essentiels. La participation ne se limite pas au vote futur, mais à la manière dont chacun perçoit l'équité et l'efficacité du système au quotidien. Ces trois niveaux sont interdépendants. Si l'un échoue, l'ensemble perd en crédibilité. Dans ce nouveau cadre, la légitimité ne se décrète plus. Elle se construit par l'exécution. Revenir au point de départ permet de mesurer le chemin parcouru. Ce moment discret, presque banal en apparence, où une institution a disparu sans bruit, prend désormais un autre relief. Ce qui semblait administratif s'inscrit dans une trajectoire beaucoup plus large, où chaque choix engage une vision du pouvoir et de la responsabilité. Au fil de cette séquence, les pièces se sont assemblées. Du mécanisme invisible à ses effets concrets, des attentes silencieuses aux risques assumés. Le paysage s'est clarifié. Ce parcours n'a pas offert de certitude facile, mais il a rendu visibles des lignes de force souvent masquées par le langage des procédures. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne moins une promesse qu'une épreuve. Non pas celle d'un homme, mais celle d'un modèle qui lie désormais l'autorité à la performance. Ce lien est exigeant, parfois impitoyable, car il ne laisse que peu d'espace aux justifications abstraites. Ce qui se joue ici dépasse une décision nationale. Il s'agit d'un rapport au temps, à la souveraineté et à l'attente collective. Lorsque la légitimité ne repose plus sur des rituels, elle se mesure dans la réalité vécue jour après jour. Et c'est peut-être là que réside le point le plus sensible. Une fois ce seuil franchi, le retour en arrière n'est plus une option confortable. Après ce parcours, il reste surtout un espace ouvert, un espace pour réfléchir, confronter des points de vue et accepter que des lectures différentes coexistent sans se nier. Cette histoire n'appartient ni à un camp ni à une certitude figée. Elle appartient à celles et ceux qui prennent le temps d'en mesurer les implications. Si cette analyse vous a semblé utile, ce n'est pas pour qu'elle soit approuvée, mais pour qu'elle circule, parce que d'autres peuvent avoir besoin de ces clés pour comprendre autrement ce qu'ils voient dans le passé chaque jour. Partager une lecture, c'est parfois simplement permettre à quelqu'un d'éviter une conclusion trop rapide. L'essentiel reste le dialogue. Les transformations profondes ne se lisent jamais d'un seul angle, et c'est dans l'échange calme que les zones d'ombre deviennent plus nettes. Votre regard, vos doutes, vos désaccords même font partie de cette compréhension collective. Alors la question reste ouverte. Selon vous, qu'est-ce qui pèsera le plus dans la durée, les procédures ou les résultats vécus?